Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque. Aujourd'hui, pas trop de surprises pour vous puisque nous allons reprendre une saga que j'avais déjà bien entamée lors de l'année 2018. Et nous en sommes déjà au 4e volet. Alors oui, vous avez déjà deviné, il s'agit de la saga A Nightmare on Elm Street, aussi connue sous le nom de Saga Freddy. Et aujourd'hui, nous nous attaquons donc au 4e volet de cette série, à savoir le cauchemar de Freddy. Le cauchemar de Freddy, ou en version originale A Nightmare on Elm Street 4 de Dream Master, est un film d'horreur américain sorti en 1988 et réalisé par Renny Harlin. Connu pour Prison, sorti en 88 également, Die Hard 2, sorti en 90, Cliffhanger, sorti en 93, ou encore L'Exorciste au commencement, sorti en 2004. Au casting, outre l'indétrônable Robert Englund qui reprend son rôle de Freddy Krueger, nous retrouvons Lisa Wilcox, surtout connue pour avoir joué dans la saga Freddy, Tuesday Night qui reprend le rôle de Kristen que Patricia Arquette interprétait dans le volet précédent et que vous avez pu voir également dans Le Fan sorti en 96 ou dans Aniki sorti en 2000. Fort d'un budget de 13 millions de dollars, ce 4e opus fut pendant longtemps le plus gros succès de l'histoire de Freddy Krueger, rapportant à l'époque un peu moins de 50 millions, en sachant que si nous prenons aujourd'hui en compte l'inflation du prix du ticket de cinéma, ces 50 millions de l'époque équivalent à peu près à 106 millions de dollars de nos jours, selon boxofficemojo.com. Ce sera d'ailleurs définitivement le lancement de la Krueger Mania, puisqu'après ce succès, les goodies à l'effigie de notre croque-mitaine préféré inonderont le marché, allant des figurines aux t-shirts en passant par des pyjamas pour enfants ou des jeux vidéo. Le film recevra le prix des meilleurs effets spéciaux lors du Festival international de Catalogne en 88, grâce au savoir-faire de Steve Johnson, qui a notamment travaillé sur des œuvres comme Le Loup-garou de Londres, Vidéodrome ou encore Ghostbusters, rien que ça. A noter que Kevin Yeager reprend une nouvelle fois son rôle de responsable des maquillages de Freddy. Au niveau critique, le film est globalement plutôt bien reçu, obtenant des notes à peine en dessous des 6 sur 10 dans la plupart des médias, y compris aujourd'hui sur Rotten Tomatoes, Metacritic ou même Sens Critique. Ça reste néanmoins assez faible comme note, c'est un poil au-dessus de la moitié, et nous allons voir ensemble si ce film ne mérite pas mieux, ou si ses notes sont justifiées, voire même s'il mérite pire, en nous attardant longuement sur son histoire. Alors, comme d'habitude avec mes critiques sur les différents épisodes de la saga Freddy, je vais me permettre de spoiler absolument tout le film. Bon, il est sorti il y a déjà pas mal de temps, vous n'avez pas trop d'excuses si vous ne l'avez pas vu. Bon, si c'est vraiment pas le cas, n'hésitez pas à aller le voir et à reprendre la vidéo juste après. C'est bon? On peut y aller? C'est parti pour l'histoire du cauchemar de Freddy. Le film commence comme son prédécesseur avec un montage musical qui sonne bon les années 80-90 pour notre plus grand plaisir. Nous retrouvons Kristen, ou Christine en version française, personnage principal du volet précédent, qui a donc changé d'interprète et qui se trouve en plein cauchemar. Persuadé que Freddy est de retour, elle utilise son fameux talent pour appeler ses amis Joe et Kincaid à sa rescousse, qui eux, pour le coup, ont toujours la même tête que dans les griffes du cauchemar. Ceux-ci ne semblent pas perturbés par la nouvelle tête de leur ami, mais sont furieux qu'elle les ait sortis de leur rêve pour atterrir dans le sien, et lui assurent que Freddy est bel et bien mort et enterré, et ce malgré quelques indices perturbants. Ensuite, dans le monde réel, nous faisons connaissance avec le groupe d'amis de Kristen, notamment son petit ami Rick et surtout sa sœur Alice, qui sera le personnage principal de notre film. Elle a la curieuse habitude de s'imaginer tout un tas de scènes dans sa tête, scènes dans lesquelles elle agit comme elle aimerait le faire si elle en avait le courage, mais qui se déroulent toujours différemment dans la vraie vie. Donc nous avons là un groupe d'adolescents fort caricaturaux avec la jeune dure à cuire, l'intello de service, le bellâtre, etc. Et alors que tout semble normal dans ce lycée, bien évidemment, Kristen avait raison et Kincaid, comme Joey, reçoivent la visite de Freddy dans leur cauchemar, bien vivant et même très en forme, et nous assistons même à sa splendide résurrection qui part au départ d'un pipi de chien enflammé. Sacré Freddy, il en fait décidément toujours des caisses. C'est pour ça qu'il sera toujours beaucoup plus cool que Jason. Ouais, laisse ton pouce rouge et va-t'en. Donc, après seulement une vingtaine de minutes, nous perdons déjà 2 des survivants du film précédent avec Kincaid et Joey, ce qui prouve à Kristen que Krueger est bel et bien revenu et bien décidé à supprimer tous les enfants de la rue Elm. Après une conversation entre elles, nous apprenons qu'Alice a le pouvoir de contrôler ses rêves, et elle parle même d'un fameux maître des rêves, personnage d'une sorte de poème glauque sur le domaine des cauchemars.
Après une nouvelle visite de Freddy, Alice est désormais complètement paniquée et en parle à ses amis, qui nous refont un résumé des origines de Krueger pour une énième fois. Et bien évidemment, quelques heures plus tard, le tueur retrouve Kristen et est sur le point d'en finir avec ses adversaires des griffes du cauchemar quand notre jeune fille décide d'appeler Alice à l'aide. Et juste avant de mourir, Kristen lui transmet son don, seule façon d'affronter Freddy selon elle. Seulement voilà, en lui donnant son pouvoir, elle a permis à Krueger d'être en lien avec la jeune fille, ce qui aurait été impossible sans cela étant donné qu'Alice n'est pas une enfant de la rue Elm. Désormais, Freddy va se servir d'elle afin d'atteindre tous ses amis, tous abattus par la perte de Kristen. Et ça va commencer par la petite intello du groupe qui va connaître une mort assez horrible. Veux-tu un bisou? Non! C'est toi! C'est là! Pour être honnête, ça fait à peu près la même chose quand moi j'embrasse une fille. Du coup, ça me semble tout à fait normal et je vois pas trop ce qu'il y a d'effrayant là-dedans. Se rendant compte qu'elle est indirectement responsable, Alice ne sait comment réagir et ne reçoit pas le soutien qu'elle espérait du belâtre duquel elle est amoureuse. Mais tout va s'accélérer avec la victime suivante qui n'est autre que Rick, meilleur ami du belâtre et accessoirement frère d'Alice. Il va tenter de se défendre avec une espèce de karaté bien nul contre un Freddy invisible, mais ça ne fonctionne pas très bien. Allons, viens combattre avec moi, poule mouillée. Ok, c'était surprenant. Une séquence digne des pires Karate Kid. Paniquée, Alice ne sait plus comment réagir, mais dispose désormais de l'aide du belâtre avec qui elle va essayer de sauver Debbie, leur ami dur à cuire qui est la prochaine victime de Krueger. Malheureusement, ils seront enfermés dans une sorte de boucle temporelle qui les empêchera d'arriver à temps, et Debbie sera transformée en cafard mutant par le vilain tueur qui a décidément beaucoup d'idées marrantes dans ce nouvel opus. Le belâtre se fait blesser dans leur tentative d'en finir avec Krueger et est envoyé à l'hôpital. Et Alice se rend bien compte que c'est à elle de le sauver car il est vraisemblablement la nouvelle proie du tueur. Elle se met donc en mode combattante, prête à affronter le tueur dans sa nouvelle tanière, utilisant son savoir sur les rêves et les pouvoirs de ses amis morts pour s'opposer à Krueger. Nous nous rendons alors compte que le maître des rêves n'est pas Freddy, mais bien Alice, et que le fameux poème était en fait une sorte de prophétie. Aidée par les âmes des victimes du tueur, elle finit par réussir à l'éliminer, en espérant cette fois que ce soit définitif. Mais bon, vu qu'il y a un 5e et même un 6e film, je crois que vous connaissez la réponse. Le film se termine sur Alice et son belâtre, car ils sont désormais en couple et tout est bien qui finit bien pour eux deux. Youpi! Désormais, ils dorment correctement, mais alors qu'ils lancent une pièce dans une fontaine pour faire un vœu, Alice aperçoit furtivement un reflet du vilain tueur dans l'eau. Et on imagine que le vœu qu'elle fait après est que Freddy ne réapparaisse jamais plus. Spoiler, il réapparaît dans le prochain film, connasse! Et voilà, c'est tout pour l'histoire de ce 4e volet, et comme d'habitude, sans attendre, voyons s'il y a des choses à analyser. Force est de constater que la structure du récit est devenue beaucoup plus banale que celle du volet précédent, qui nous réservait un peu plus de surprises. Nous sommes revenus à un scénario plus proche des habituels slashers ici, qui nous présente tout de même une particularité intéressante. Nous assistons à une passation de pouvoir entre notre ancienne héroïne, Kristen, et la nouvelle, Alice. Et finalement, n'était-ce pas ce qui s'était passé lors du 3e opus, quand Nancy est morte dans les bras de Kristen ? Chaque survivante de l'épisode précédent finit par léguer son fardeau à celle qu'elle choisit et estime assez forte pour affronter Freddy. Et lui-même revient à chaque nouveau film, renforcé, à tel point qu'il arrive toujours à éliminer ceux qui lui tenaient tête précédemment. Mais l'enjeu principal des scénaristes ici était de donner à Freddy de nouvelles victimes. Après avoir établi qu'il ne pouvait s'attaquer qu'aux enfants de la rue Elm, il fallait trouver de nouvelles victimes au croque-mitaine. Bah oui, les adolescents issus de cette fameuse rue ne sont pas non plus illimités, loin de là. Et du coup, l'idée d'utiliser Alice et le pouvoir de Kristen pour atteindre de nouvelles proies était plutôt bien trouvée. Outre cette passation de pouvoir, on constate que ce film met le paquet sur l'imagerie cauchemardesque et les pouvoirs de Freddy. On est encore plus dans le fantastique que dans le volet précédent, qui nous en mettait déjà plein la vue. Ainsi, on alterne entre démonstrations grotesques de pouvoir et véritables scènes de cauchemars infernaux, le film passant habilement de l'humour et du quasi-ridicule à l'horreur et au gore. C'est d'ailleurs avec cet opus que l'humour commence à vraiment prendre une place importante dans la saga, prenant le pas à plusieurs reprises sur la peur et l'horreur pure, ouvrant un petit peu plus les portes du fantastique. Du coup, on peut voir Freddy transformer un personnage en boulette de viande et le manger, changer une fille en cafard géant ou devenir invisible pour affronter l'une de ses proies dans un duel de karaté. D'ailleurs, la scène de la transformation en cafard n'est pas sans rappeler la métamorphose de Kafka, qui offre alors évidemment un nombre d'interprétations quasi illimité de façon indirecte grâce à la richesse de cette œuvre littéraire. Mais bon, notre film du jour n'a évidemment pas la prétention de jouir d'une telle profondeur.
C'était donc une brève analyse de cet épisode, histoire de voir ce qu'il a de particulier au milieu de cette saga. Et maintenant, attaquons-nous à la critique pure et dure de ce film, en commençant par les points positifs. En tête de liste, je mettrai bien évidemment la qualité des différents effets spéciaux, et notamment des maquillages du film. Ils sont grandioses, et ce n'est donc pas étonnant qu'il ait été récompensé pour cela. Si je ne devais retenir que quelques séquences, ce serait probablement celle de fin, dans laquelle d'innombrables bras sortent du corps même de Freddy pour l'immobiliser, une main sortant même de son propre crâne. L'effet est bluffant. Dans le même genre, mais qui a un peu plus mal vieilli, je vous l'accorde, j'aime mettre en avant la transformation en cafard qui reste une séquence esthétiquement ambitieuse qui caractérise plutôt bien le métrage finalement. Pour continuer là-dessus, nous avons ici un Freddy plus puissant et imaginatif que jamais, que ce soit dans sa manière de tuer ou dans ses punchlines innombrables et que notre tueur préféré crie à tout bout de champ. Il s'accapare encore plus que dans le passé toute notre attention et porte définitivement le film sur ses épaules. J'apprécie que cet opus continue l'histoire de son prédécesseur ainsi que celle du premier, faisant de la franchise une véritable saga avec une histoire cohérente si l'on exclut le deuxième épisode qui fait un petit peu tâche. Avec ce quatrième volet, la série a pris une dimension différente et son univers étendu commençait à devenir véritablement fascinant, l'un des plus complets et élaborés du sous-genre du slasher. La mise en scène du film est également très correcte, mettant en valeur son croque-mitaine de façon efficace, profitant d'un rythme bien géré pour donner un métrage où l'on ne s'ennuie pas, à l'action et l'humour assez bien gérés pour captiver le spectateur. La photographie est également maîtrisée et a sa propre identité dans la saga, le film étant plus coloré que ses frères aînés, lui donnant un aspect plus comic book que les autres, qui aide d'ailleurs à accepter son côté fun et grotesque assumé, beaucoup plus présent que dans le passé. En gros, le film est majoritairement réussi mais n'est pas exempt de tout défaut, loin s'en faut. Et voici donc la liste des différents points négatifs que j'ai pu relever et qui sont certainement plus nombreux que je l'aurais souhaité. Tout d'abord, un point quelque peu subjectif, j'ai trouvé l'humour et le côté délirant du film trop présents, à tel point que ça annihilait totalement la peur. C'est à partir de ce quatrième opus que Freddy a complètement arrêté de terrifier, même si le film précédent annonçait déjà la couleur. On ne regarde plus les épisodes de cette saga pour la terreur qu'il procure, mais pour voir Krueger commettre des actes fous et faire des démonstrations de pouvoirs surnaturels fantastiques et farfelus. Même si ça a du bon, je trouve ça dommage qu'un personnage qui a été si effrayant pour moi devienne peu à peu une sorte de clown tueur. Le plus gros point noir du film se trouve probablement dans ses personnages, tous inintéressants et dénués de charisme, et rapidement les protagonistes des volets précédents nous manquent. Alice, notre nouvelle héroïne, est une version moins intéressante que la Kristen des Griffes du Cauchemar, qui n'était elle-même qu'une version un peu ratée de Nancy. Et que dire de ses amis, tous plus oubliables les uns que les autres, qui ne servent à rien d'autre qu'à se faire tuer par Freddy, et dont les morts ne nous procurent pas la moindre émotion si ce n'est le rire grâce à Krueger. Les seules morts difficiles à avaler sont celles de Kincaid et de Joey, qui ne survivent même pas au début du film. Après leurs exploits des Griffes du Cauchemar, on a un arrière-goût amer à les voir disparaître aussi rapidement. Ça diminue grandement l'aura qu'ils avaient depuis le film précédent. Et si tous ces personnages sont si peu mémorables, c'est en partie dû aux acteurs dont aucune des prestations ne vous marquera. On est très loin de la distribution 5 étoiles du volet précédent, et ce point-là ne s'améliorera pas au fil des épisodes, bien au contraire. Comme dit précédemment, si l'on exclut la trame sur la passation de pouvoir entre héroïnes, nous assistons à un vulgaire slasher dont l'intérêt quasi unique est de nous présenter une succession de meurtres plus ou moins gratuits, ce qui réduit tout de même grandement l'intérêt de l'intrigue. De même, il y a plusieurs raccourcis scénaristiques qui permettent notamment à Alice d'affronter Freddy assez facilement et on a l'impression que le dénouement est expédié, même si la séquence des âmes qui se rebellent sauve clairement le final. Mais donc voilà les différents points négatifs du film, qui est loin d'être parfait. Et comme d'habitude, terminons avec une petite conclusion. Ce film est pile poil au milieu de la saga Freddy, et avec lui, notre personnage préféré a définitivement pris une autre ampleur. Il a une place particulière, car c'est là que la franchise a commencé à prendre une autre direction, et que la personnalité de Krueger a dérivé vers quelque chose de plus fun et loufoque, perdant peu à peu son aspect terrifiant pour devenir plus fantastique. Mais si ce film représente plus ou moins l'apogée fantastique de notre illustre bonhomme, c'est également avec lui qu'a commencé sa baisse de qualité progressive. À partir de là, les opus seront de moins en moins bons, et Freddy se changera progressivement en sorte de bouffon des ténèbres, petite référence à Yu-Gi-Oh! Dans tous les cas, ce métrage reste tout à fait correct et agréable pour le spectateur, qui y retrouve tout de même la plupart des ingrédients appréciables initiés par la saga, la terreur en moins. Cet opus-ci est plus un simple divertissement fantastique et vaguement horrifique, et en est conscient, mais assume parfaitement son statut, et est donc au final un film plutôt appréciable et selon moi, réussi. Et voilà, c'est déjà la fin de cette critique glauque. Et bien entendu, je reviendrai dans les prochains mois sur les épisodes restants de la saga Freddy, en espérant la terminer au plus vite, histoire que je puisse passer à une autre grande saga du cinéma d'horreur.
Pour ceux qui ne le savent pas, je l'avais dit dans des précédentes vidéos, mais vous n'avez probablement pas tout vu, je vous comprends, il y en a beaucoup. J'ai décidé de m'attarder sur cette grosse saga que j'adore, mais en ne faisant pas tous les films d'affilée, histoire de ne pas trop me lasser et que vous ne vous lassiez pas non plus d'avoir pendant X temps des épisodes uniquement concentrés sur Freddy, parce qu'il y a quand même un sacré paquet de films. Et je ferai pareil pour toutes les grosses sagas d'horreur, si j'ai le temps, j'espère avoir assez de temps dans ma vie pour le faire, mais en attendant, on terminera d'abord la saga des Griffes de la Nuit. Du coup, c'en est fini pour celle-ci. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire ou à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me soutenir en me suivant sur les réseaux sociaux, voire même en me faisant un petit don sur Tipeee. Et si vous n'avez pas de sous, vous pouvez juste visionner des pubs sur ma page Utip. Tous les liens sont dans la description. Merci à tous ceux qui me soutiennent, ça me fait toujours très chaud au cœur. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça taffe dur pour vous proposer des concepts que je vous ai promis il y a déjà bien longtemps et pour faire de bonnes vidéos, du moins je l'espère. D'ici là, n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Salut à tous et merci d'avoir regardé la vidéo.